Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, 2000 manifestants défilaient dans les rues de Kinshasa ce samedi. À l'appel des partis d'opposition, ils protestaient contre la possibilité d'un nouveau mandat pour le président Joseph Kabila. L'Organisation des Nations Unies n'hésite plus à parler de situation humanitaire catastrophique au Sud-Soudan. Pour l'ONU, la solution idéale réside dans les négociations entre les deux parties. Et puis au Burkina Faso, les 24 000 foyers sinistrés des inondations de 2009 attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux. Provisoirement relogés à 10 km de la capitale, ils espèrent la viabilisation de leur site. L'opposition en ordre de marche, donc ce samedi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils étaient 2000 à manifester dans les rues de la capitale contre un éventuel nouveau mandat du président Joseph Kabila. Une marche de 5 km auquel Bruno Mavungu, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a participé. Vital Kamerhe, actuel président de l'Union pour la nation congolaise, était également présent. Écoutez. 2000 manifestants parce que nous avions occupé tout le boulevard, plus de 7 km avec une masse compacte de manifestants. C'était justement l'ensemble des partis de l'opposition, plus la société civile, pour justement demander à la population qui avait jusqu'à la peur de prendre et de se lever et de marcher et affronter son destin pour dire non à la révision de la Constitution. Le cas du Sud-Soudan exposé lors de la 69e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour l'ONU, le plus jeune État du monde traverse une situation humanitaire catastrophique. Mais pour le secrétaire général Ban Ki-moon, toute intervention militaire serait à exclure. Les précisions de Marina Vanier. Pas de solution militaire au conflit au Sud-Soudan, mais un dialogue obligatoire. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a exhorté les belligérants à trouver des solutions pacifiques à la bataille en cours. Il s'agit des premiers pourparlers depuis la signature fin août 2014 du 4e accord de cessez-le-feu depuis le début du conflit. Des combats ont éclaté en décembre 2013 entre les troupes loyales au président de Salva Kiir et les soldats fidèles à son ancien vice-président Riek Machar. Plus d'1 million de Sud-Soudanais ont fui leur maison depuis le début des heurts. L'homme est responsable de cette situation humanitaire particulièrement catastrophique. J'ai dit aux partis qu'il ne peut y avoir de solution militaire à leur conflit. La communauté internationale doit rester prête à imposer des mesures punitives aux personnes qui sont responsables des violences et entravent le processus de paix. J'en appelle une fois de plus aux hauts responsables des deux camps pour qu'ils trouvent un accord de partage du pouvoir qui soit inclusif et mutuellement accepté, afin d'entamer une phase de gouvernance de transition. À la naissance du Sud-Soudan, le plus jeune État du monde, des financements occidentaux et des exportations de pétrole ont offert une chance de construire une économie moderne. 3 ans plus tard, les conflits ethniques ont éclaté, glissant le pays dans une situation de famine. Il y a 3 ans, rappelez-vous, le sud du Soudan obtenait son indépendance avec le soutien de toute la communauté internationale. Le résultat aujourd'hui est une immense catastrophe, d'une grande ampleur, et nous devons vraiment nous joindre à toutes les forces de la communauté internationale en faveur de l'IGAD pour trouver une solution en vue de mettre un terme à cela. Pour l'instant, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUS, ne ménage pas ses efforts pour contribuer à l'allègement de l'énorme souffrance de la population. Le Kenya, l'Ouganda, le Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie ont tous travaillé à mettre fin au combat au Sud-Soudan. Ils seraient prêts à imposer des mesures punitives sans signe de progrès. Le Sud-Soudan est la 3e plus grande réserve de pétrole brut d'Afrique subsaharienne. 24 000, c'est le nombre de ménages burkinabés qui attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux après les inondations de 2009. Des familles qui résident provisoirement à Yagma, un village situé à une dizaine de kilomètres de la capitale, Ouagadougou. Et malgré la mise en place du plan aménagement, les infrastructures ne sont pas suffisantes. Reportage de notre correspondant Wandiem Valentin Comparé. 5 ans après les inondations de septembre 2009, les sinistrés de Yagma au Burkina Faso attendent toujours les promesses faites par le gouvernement. En effet, après ce sinistre qui a causé de nombreux dégâts tant matériels qu'en pertes en vies humaines, c'est ce village qui a été retenu par les autorités pour accueillir et abriter environ 24 000 ménages.
Mais les promesses de construire des infrastructures sanitaires scolaires ne sont toujours pas effectives. À ce jour, seul le lycée a été construit et un centre de santé qui n'est pas fonctionnel. 5 ans après, les espoirs se dissipent. À Lanoa-Yeri, je cultivais et je gagnais à tel point que je partageais mes gains. Mais sur ce site, je vis des dons des gens qui m'aident souvent. Je suis même tombé malade, je suis sorti de l'hôpital grâce à mes voisins. Et honnêtement, depuis 2009, les difficultés se succèdent. Nous n'avons pas de bonne route, ni d'eau potable, ni d'électricité. Je suis commerçant à Lanoa-Yeri et je dois parcourir près de 30 km. Mais nous sommes obligés d'y aller car nous n'avons pas à Yagma un marché. Yagma est une bourgade située à une dizaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou. Le site est toujours en pleine construction. Mais selon les sinistrés, la viabilisation annoncée tarde à venir. L'eau aussi, c'est vraiment un cas que nous souffrons beaucoup. On a des forages, mais les forages sont un peu... j'allais dire que c'est pas du tout bon. L'eau, quand on pompe, c'est la rouille. Donc quand tu bois ça, imaginez ce que ça peut faire. Depuis 2009 que nous sommes là, nous n'avons pas de travail. Nous avons eu depuis des fossés à creuser et après ça, plus rien. Même pour ceux qui peuvent repartir en ville travailler, ils sont exposés à l'insécurité car de retour la nuit, ils sont souvent agressés et dépouillés de tous leurs biens. Toutes les promesses d'aide sont restées vaines. Dans son plan d'investissement pour accompagner ces sinistrés, la construction d'infrastructures publiques y figurait. Mais sa mise en œuvre est retardée selon le ministre de l'Action sociale par la crise sociopolitique que le pays a connue en 2011. Ce plan devrait être examiné d'ici décembre prochain pour le bonheur de ses habitants qui se disent délaissés. En Égypte, l'ancien Raïs Hosni Moubarak devra attendre le 29 novembre pour connaître l'issue de son procès. Initialement prévu ce samedi, la délibération pour complicité de meurtre a été reportée. Les accusations portent sur la centaine de manifestants tués lors du soulèvement populaire de 2011. Âgé de 86, celui qui a dirigé l'Égypte pendant 30 ans est jugé avec son ancien ministre de l'Intérieur, Habib Al-Adli. L'Égypte qui rend hommage à un groupe emblématique des années 50, baptisé Asabala. La troupe de 36 musiciens jouait à l'époque du roi Farouk. Aujourd'hui, 11 jeunes artistes perpétuent la tradition en jouant dans les rues du Caire avec un style un peu moins conventionnel. Les précisions d'Alain Faro. Fanfare dans les rues du Caire, c'est ainsi que le groupe Asabala a choisi de se produire devant les spectateurs. Un public, il faut le dire, peu habitué à ce type de spectacle de rue. Les allées de la capitale égyptienne, c'est justement la scène permanente que s'est choisi ce groupe de 11 musiciens. Nous avons baptisé notre groupe Asabala, du nom du groupe de musique traditionnelle qui jouait sur ces mêmes instruments tels que les cuivres et les instruments de percussion. Notre objectif est d'améliorer l'attrait général pour la musique égyptienne et faire la joie des gens dans la rue. À l'origine, Asabala était le nom d'un groupe composé de 36 membres qui jouaient au Caire dans les années 50. La nouvelle troupe se veut naturellement plus contemporaine. Nous avons tous accepté de jouer dans les rues. Pour ce qui est de la difficulté de jouer de certains instruments, tout s'apprend avec la pratique. Le type de musique doit être choisi avec soin. Cette musique est positive et pas trop bruyante. Elle apporte un peu de joie aux gens sans pour autant les submerger. À chacune de ces sorties, Asabala attire une foule de curieux qui n'hésitent pas à entrer dans la danse. Les membres du groupe espèrent démocratiser le jazz dans le pays des pharaons. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.